Bonjour et bienvenue à l'émission Le bon côté du micro. Richard Sainte-Marie avec vous pour la prochaine heure. L'émission est préparée par Richard Sainte-Marie, donc au micro. Elle est aussi préparée par René Taillefer qui fait le choix musical de l'émission. Aujourd'hui, j'interviewe Rémi Laroche, un peintre qui habite à l'île d'Orléans et je suis dans son atelier. Rémi Laroche, bonjour. Bonjour. Je te présente comme un peintre. Je ne savais pas comment te présenter, si tu étais d'abord philosophe ou d'abord peintre, parce que tu as fait des études en philosophie, tu vends des antiquités, tu fabriques des meubles en ébénisterie. Alors, je ne savais pas par quel coin te présenter. Tu es d'abord un peintre. Oui, c'est mon principal intérêt, c'est certain que c'est la peinture. La philosophie occupe beaucoup de place, mais la peinture, c'est vraiment la chose à laquelle je pense le plus à travers la philosophie. Puis l'ébénisterie, c'est un métier que j'ai appris pour gagner des sous ma vie. Puis la brocante aussi, c'est une manière d'avoir une boutique dans laquelle je peux vendre des tableaux. Il vient des gens, il y a des échanges, il y a toutes sortes de découvertes puis de rencontres qui font que tout ça alimente la peinture en fait, puis tout ça est mélangé ensemble. C'est ta vie, en fait. Oui, voilà. c'est ça. Parce que là, il faut dire, on est à Sainte-Famille, île d'Orléans, sur le chemin royal. Ça s'appelle comment? La boutique, c'est Coq à l'âne. Coq à l'âne, Ouais. Sainte-Famille. C'est ça. Donc, on entre, c'est un ancien garage, je pense. Hein? Oui, un ancien garage de mécanique automobile. Puis je l'ai transformé en... C'est ça. C'est de la brocante, en fait. C'est pas de l'antiquité très, très poussée. Mais j'ai transformé ça. Puis j'ai monté un atelier de menuiserie en arrière, ce qui me permet de réparer les meubles. Puis j'ai gardé un espace pour peindre. Dans l'arrière-boutique. C'est comme ça. il y a trois boutiques successives. C'est ça, exactement. L'antre du peintre, c'était au fond, tout à fait au fond. C'est ça. Au fond de la pièce. Ben, ça fait comme 3 ans que tout ça se met en place. Au début, c'était juste la peinture. Puis après ça, il y a eu la brocante. Puis là, j'ai monté l'atelier de menuiserie. Parce que tu fabriques aussi les meubles. Oui, puis c'est ça, les meubles d'inspiration traditionnelle québécois, là, c'est meubles en pain. Des copies ou des... ou Ben, j'ai beaucoup de difficultés à faire des copies, là. C'est plutôt des, disons, c'est fortement inspiré du meuble québécois parce que j'aime ça. C'est ça, le côté, disons, créateur me fait que souvent je vais chercher à transformer. Je vais modifier des choses, je vais rajouter, je vais enlever, mais en gardant l'esprit du meuble québécois. Ça, c'est intéressant parce qu'on va retrouver, on va en parler tout à l'heure, dans ton travail de peintre, tu as le même processus, le même procédé d'aller puiser dans la tradition, dans le patrimoine. Oui. C'est intéressant, on va en parler dans quelques minutes. Mais tu as quand même tu n'as pas de formation de peintre, tu es autodidacte. Autodidacte en peinture. Depuis au moins 15-16 ans. Ouais. Ma formation est en philosophie, mais c'est des études en philosophie. Je suis passé par le cinéma, la littérature. J'ai fait un bac après ça à l'UQAM pour compléter ma formation, mais en philosophie. J'ai pas fait de maîtrise, j'ai pas essayé d'enseigner là-dedans. J'ai laissé ça comme... J'ai vraiment choisi la peinture au moment où j'étais rendu à choisir entre la philosophie et la peinture. Donc, après ta formation de philosophe, tu as commencé la peinture. La peinture elle était déjà présente, ouais. Sauf que là, j'avais comme à décider où je mettais le plus d'énergie. Puis l'enseignement, ben, je trouvais pas ça évident là, de rentrer là-dedans pour gagner ma vie. Fait que, je sais pas, j'ai comme commencé à faire toutes sortes de petits métiers. C'est ça qui a conduit à ce que je fais présentement. Et tu écris aussi. Ben, c'est ça. L'écriture, ça fait très longtemps que j'écris, là. Depuis que j'étais adolescent, c'est une chose qui me passionne, là. C'est une manière de penser, de créer, de faire toutes sortes de recherches. Ben, c'est la culture qui m'intéresse beaucoup, là, d'une certaine manière. La culture que j'ai en moi, qui est un héritage, celle qu'on intègre et qu'on veut se débarrasser, celle qu'on a à conquérir pour avancer. Puis je trouve qu'à travers l'écriture, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, à travers la lecture puis l'écriture. Fait que l'écriture, ça prend la forme d'essai ou d'article ou... Ben non, je mélange tout. Je suis vraiment quelqu'un un mélangeur, un genre de mélangeur. Ça va être autant philosophie, essai, puis ça va être des espèces de romans récits, puis des poèmes qui sont aussi à cheval entre le récit puis la poésie. Est-ce que tu as publié? Malheureusement, non. Pas encore. Non. À venir. Mais j'espère bien. L'écriture, est-ce que c'est comme la peinture quotidien? Oui, ça c'est très tôt le matin. Plusieurs heures par jour?
Ben oui, 2-3 heures chaque matin, je me lève assez tôt la semaine pour avancer. Mais Ben voilà, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, c'est ça, pas forcément quelqu'un qui publie. exactement. Ça, je trouve ça intéressant, c'est même pour la peinture, c'est contracter des habitudes dans un domaine font que tu deviens ce à quoi tu t'exerces. Mhm. Je veux dire, il n'y a pas de peintre sans faire de peinture. Ouais. Il n'y a pas d'écrivain sans quelqu'un qui écrit. Je veux dire, on peut en rêver, mais ça, c'est autre chose. N'en déplaise à Marcel Duchamp. Oui. C'est un déconstructeur, mais c'est ça, c'est intéressant. Ben voilà pourquoi je voulais te rencontrer, parce que quelqu'un qui écrit, qui réfléchit, qui philosophe, qui est un commerçant, on peut dire aussi, mais dans le patrimoine et qui fait la peinture, quelle personnalité ça prend pour faire tout ça et qu'est-ce que tout ça fait pour un créateur? C'est ça qui m'intéresse. Ben, ce que ça fait, c'est sûr que ça crée des influences, puis ça crée des rencontres. Ça, c'est essentiel, là. À un moment donné, tu fais une chose. Comment je pourrais bien expliquer ça? C'est certain que de fréquenter, disons, le patrimoine des objets québécois, ça m'a donné beaucoup d'idées pour développer des trucs en peinture. C'est sûr que de lire les romans de D.H. Lawrence, ça m'a aussi donné beaucoup de choses par rapport à la peinture, par rapport à certaines idées au niveau de la vitalité, de la santé intellectuelle puis psychologique. C'est ça, c'est des rencontres qui se produisent. Plus tu expérimentes, plus que tu sens de choses, ben plus ton corps, plus ta tête sont aptes à faire des découvertes. Mais ce qui est particulier dans ton cas, c'est que tu fais des choses différentes. Il te manque la science, mettons, tu serais en plus biologiste. Toi, quand tu dis faire plusieurs expériences dans des domaines différents. Ah oui, mais c'est ça. C'est là que les rencontres, à mon avis, sont les plus riches. J'ai été étudiant, puis c'était la même affaire. C'est que je pouvais être dans l'équipe de volleyball de l'école, je pouvais être dans l'association étudiante, puis être autant à la bibliothèque avec les très studieux, puis être de party la fin de semaine. Là. Je veux dire, j'aime ça, participer de plusieurs communautés en même temps, puis de plusieurs pratiques. Quand je parle de rencontres, c'est pas juste des rencontres avec les gens, c'est qu'à un moment donné, il y a des idées qui sont des rencontres. Entre le meuble en pain, la manière qu'il se développe, puis tout le design, la décoration, puis la peinture, c'est juste des transitions. À mon avis, c'est juste des transitions. Ce que tu viens de dire, c'est une bonne définition. Ça serait une bonne définition de la culture. Ben, on l'habite ou on l'habite pas. Si on l'habite d'une seule manière, c'est ça. Je te racontais tout à l'heure qu'en arrivant ici, j'ai vu tes tableaux courte-pointe dont on va parler bientôt. Je te racontais que j'avais eu des étudiants vietnamiens il y a une vingtaine d'années et quand ils se sont mis à travailler, ils arrivaient directement du Vietnam, ils parlaient à peine français. Et quand ils se sont mis à travailler, j'ai eu la surprise de voir qu'ils faisaient de l'art new-yorkais ou comme on voit à Paris. J'avais été surpris de voir qu'il n'y avait rien de vietnamien dans leur... Pourtant, c'est des gars de 22, 23 ans. Je me suis dit, ça m'a comme allumé. Je me suis dit, on est pareil. Les Québécois qui sont assis à côté, qui ont 22 ans, ils font aussi de la peinture comme à New York. Alors, il n'y a rien de Québécois. Comment ça se fait que c'est pas visible? C'est une bonne question. Je ne sais pas c'est quoi la... Dans ton cas, je veux dire, toi, tu as répondu à ça. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose dans l'art, disons, plus culturel, qui est au niveau de l'art populaire, là, parce qu'à cause de la brocante, je me suis comme trouvé à fréquenter cet art-là. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement généreux, puis ça m'a aiguillé sur l'idée de travailler à partir de ça. Généreux dans la production. Généreux dans la production. Toi-même, tu disais, ta mère a fait des courtes pointes, ou la mère de... Ma belle-mère, oui. Ta belle-mère a fait des courtes pointes, puis elle les donne. Ça, c'est très souvent comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de gosseux au Québec qui ont fait des animaux puis des pièces extraordinaires. Ils les donnent. Ils sont donnés dans la famille. Ils sont donnés aux amis. Il y a une générosité qui est incroyable. Puis il y a une ouverture, puis je trouve que c'est ludique, puis c'est... Ce qu'on ne retrouve pas dans l'art plus savant des galeries, non? Ben, je trouve que l'art très contemporain, là, quand on le regarde, puis qu'on le prend au niveau de l'art occidental en général, je le trouve narcissique, puis très dépressif, là. Je veux dire, ça c'est une autre chose. Tu parlais des scientifiques tantôt, moi j'en fais pas de science, mais sauf que je vois mal un scientifique être choqué après son objet. À savoir, disons, un atome.
Ouais. Je le vois mal être enragé noir contre... Alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont enragés noirs contre la culture. Ils sont critiques, je veux dire, c'est du ressentiment qui est exprimé. Puis ça, je trouve que c'est pas quelque chose de passionnant ou d'intéressant. Puis le ressentiment, tu travailles là-dessus. Ben, c'est que le ressentiment, c'est quelque chose quelque part, qui fait partie de notre culture. Je veux dire, il nous habite, là. C'est quelque chose qui veut, qui pousse, qui est en nous, là. Fait que, pour moi, c'est la philosophie, la littérature, la peinture, c'est aussi une manière de m'en débarrasser. J'essaie de comprendre comment ça marche, puis de briser le chaînon qui fait que tout à coup, ça continue de... Pour toi, l'activité de peindre, c'est de te poser des questions, c'est de problématiser la chose. Explique un peu qu'est-ce que tu entends par ça. Ben, pour moi, peindre, c'est sûr que l'expression de soi m'intéresse pas vraiment. C'est que je trouve que c'est assez limité. Ce que je trouve important dans une démarche artistique, c'est que ce soit une démarche pour comprendre la nature, les humains, la société, comprendre quelque chose. C'est pas l'art pour l'art, puis l'expression de soi, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve pas ça important. Je veux dire, c'est faire partie de la nature, faire partie du cosmos, de l'univers, faire partie d'un milieu culturel. Ça a une importance. Puis se servir de se faire partie-là, puis de travailler dessus, puis de chercher à comprendre comment ça s'organise dans un individu, là, je trouve qu'il y a de quoi à faire. Puis je trouve que penser, c'est autant bon pour l'art que pour le scientifique, que pour le mathématicien, que pour le philosophe. Et quand tu fabriques, donc tu te poses des questions. Oui, je pose des questions, mais c'est tout le temps, je problématise, ça veut dire que je connais pas la réponse avant de faire. Ce que j'invente, c'est des procédés qui vont donner lieu à des développements. Puis sur la base de ces développements-là, j'ai toujours l'impression, en tout cas, il y a quelque chose qui s'établit, qui fait que je finis par avoir le sentiment de comprendre certains types d'organisation. Ça veut dire que la peinture, pour toi, c'est pas une fin, c'est un outil pour comprendre ce qui se passe. Oui, okay. Exactement. Une fois que tu as posé des bonnes questions, que tu as obtenu peut-être certaines réponses, là, le montrer dans une galerie ou ici, ça veut dire le partager. Oui, c'est sûr. Ça, c'est, je veux dire, le spectateur a beaucoup d'importance dans ça. Une chose qui m'intéresse aussi, c'est que, étant donné que mes tableaux sont présentés à des gens qui viennent pour de la brocante et différentes choses, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, d'intérêt pour la peinture contemporaine. Non, parce qu'ils viennent ici pour la brocante. Ouais, ils savent même pas. Ils savent pas que c'est là. Peintre. Ouais. Fait qu'ils se retrouvent devant mes tableaux. C'est pas des gens qui fréquentent nécessairement les musées ou tout ça. Puis bon, je suis devant des commentaires qui sont vierges. Ouais. Oui, puis souvent c'est des belles surprises, mais souvent c'est complètement fou, comme c'est dérangeant. C'est-à-dire? Ben, le tableau fait rien à la personne. Je veux dire, la personne va être devant le tableau, puis ça lui dit rien, ça lui fait rien, il se passe rien. Alors, moi, ça me questionne. C'est que ça, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que pour moi, un tableau doit affecter le spectateur. Mais pas tout le monde. Ça n'a pas non, c'est impossible. Mais sauf qu'à partir du moment où ça se produit, que ça marche pas, il y a quelque chose. Oui. Mais c'est pas dans un processus de séduction. C'est pas dans un processus de plaire. Plaire, c'est facile. Ben oui. Mais arriver à faire saisir, si tu veux, des rythmes, à faire saisir un travail qui n'est pas habituel à voir pour quelqu'un, donner lieu à des références en peinture ou en art, faut qu'il y ait quelque chose qui affecte. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui passe devant. Je ne suis pas là en train de dire au monde, mais je les regarde aller, je me sers de ça après pour avancer en peinture. Moi, je suis bien fasciné par... Il y a des choses difficiles des fois en art. Je vais te donner un exemple dans le cinéma. Cyrano de Bergerac, qui n'est pas un film facile d'une certaine manière, sur le plan de... Bon, c'est versifié, Edmond Rostand a fait quelque chose de... Quand je dis c'est pas facile, c'est pas compliqué non plus, mais il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois grand public et il peut être intellectualisé. Il y en a pour différents niveaux. Pour différents niveaux. Ça me fascine, ça. Quelque chose où il n'y a pas de compromis, mais qu'en même temps circule. Il y a des écrivains qui sont comme ça. Mais j'ai rien contre les affaires difficiles, j'aime ça. J'aime ça pas comprendre. Mais la culture, elle doit, sans être homogène, elle doit être toujours en rapport. Les individus doivent toujours être en rapport les uns avec les autres. Fait que où il y a une coupure, ça m'intéresse. Quasiment plus que où ça passe.
Ah, ok, je comprends. C'est parce que toi, tu es témoin à tous les jours des gens. Oui. Peu d'artistes sont aussi souvent, ils sont dans leur atelier, puis leurs choses sont dans une galerie où ils ne sont pas tous les jours. Ils ne voient pas ça. Non. Donc, ils n'ont pas de feedback, c'est le cas de dire. Mais il y a différents niveaux. Je regarde le tableau qui est devant nous là-bas. En entrant dans l'atelier, j'ai dit, oups, ça me fait penser à Francis Bacon, qui s'inspire d'un Velasquez, Innocent, le pape Innocent. Quoi? Innocent 10. Innocent 10. Et tout de suite, tu me dis, c'est ça. Ben alors, moi, je l'ai reconnu parce que je suis dans le métier depuis 40 ans. C'est ça. Mais quelqu'un qui est ici, qui rentre pour une brocante, qui vient acheter une courte pointe, qui voit ça, il va l'aimer pour d'autres raisons qui ne te regardent pas. Oui, ça, j'ai aucun problème. Oui, avec il va être indifférent. Oui, c'est ça. Ça ne le concernera pas. Non, c'est ça. Ça se peut, ça arrive souvent. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est que qu'est-ce qui affecte pas. La peinture est en relation avec les images. Puis les images sont en relation avec le corps. Puis ça, il y a quelque chose là qui, pour moi, comme artiste peintre, c'est là-dedans, c'est ça mes matériaux. Je veux dire, on est aux prises avec la télévision, on est aux prises avec le cinéma, c'est autre chose. La peinture, il y a une immobilité, il y a un mouvement. J'aime beaucoup une phrase, là, c'est un philosophe que je lis beaucoup parce qu'il est proche des créateurs en art. C'est Gilles Deleuze. Oui. Il parlait de la peinture en disant que c'est saisir un mouvement en train de se faire. Puis ça, j'aime beaucoup ça, cette idée-là, que la peinture immobilise quelque chose qui est en mouvement ou qui est en train de se faire. Tu es témoin de la réaction des gens et tu te sers de ça d'une façon positive, pas d'une façon pour dire je vais faire ce qui plaît, c'est pas ça du tout, mais tu as un renseignement sur comment les choses sont comprises, les choses sont connues, puis les gens qui te nourrissent là-dedans, ça te fait rétroagir sur le travail, c'est extrêmement intéressant. Ça, ça va m'inviter à modifier les procédés souvent, ou à essayer des nouveaux procédés de construction du tableau. Ça va me pousser à chercher du côté, par exemple avec mon Bacon Velasquez, je vais essayer de comprendre ces artistes-là, aller voir où il y a une puissance organique comme chez Bacon. Puis la rencontre Bacon-Velasquez qui était dans un réalisme mais très... c'est un mix étrange d'abord. C'est un mix étrange, c'est ça. Bon, Bacon était un autodidacte, il s'est intéressé beaucoup à Picasso, à Velasquez. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-dedans? Moi, comme peintre, là, il faut que je ne vais pas nécessairement le trouver, mais il faut que je l'expérimente. OK. Mais sauf que j'ai fait des modifications, j'ai travaillé à partir des couleurs, parce que Bacon n'a pas respecté les couleurs du truc de Velasquez. Moi, je reprends les couleurs de Velasquez, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je peins dans un parfait inconnu, là, mais je traite d'une image. Je traite de deux peintres qui sont très affectants pour le spectateur. Ils ont une puissance incroyable. Les Ménines, là, je veux dire, en photo, c'est dérangeant. Oui. Bacon, on met pas ça dans son salon. Là. Non. Mais il y a même beaucoup d'études psychanalytiques qui ont été faites à partir de Bacon pour expliquer. C'est pas pour rien. Ouais. C'est une intercade, c'est une manière d'explorer, c'est là, ça va se mélanger à d'autres choses. Oui, mais ce que j'aime dans ta façon de voir les choses, c'est que c'est pas postmoderne, c'est pas une appropriation pour recontextualiser et blablabla. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus, je dirais, plus honnête, plus franc. C'est comme si c'était ta nourriture. Il y a beaucoup de choses qui font signe pour peindre. Une chose qui me fait le plus signe, c'est sûr, c'est la peinture. Je veux dire, la peinture m'intéresse. Quand je vois un tableau, que ce soit Picasso, Pollock ou Velasquez, ou j'ai vu en fin de semaine dernière les tableaux de Cézanne qu'il y a au Musée des Beaux-Arts à Montréal, il y a des choses là-dedans qui me font signe, c'est incroyable. Là. J'aurais préféré être dans mon atelier, mais voir les tableaux en même temps, j'ai tout pris. C'est ça, mais c'est ça le problème de comprendre. Mais il y a d'autres choses qui me fait signe en peinture, c'est mon rapport à ma culture, mon rapport à, ne serait-ce qu'à mes clients de boutique, mon rapport aux autres, mon rapport... Mais parlons de ça, puis prenons la courte pointe justement pour partir. Tu as un procédé, là, tu prends des tableaux que tu dis moins réussis ou pas réussis, ou ratés, quand même, et tu les découpes en carrés et tu les reconstruis à partir de plusieurs tableaux, une courte pointe de tableaux. Donc, tout à fait conforme à la vieille technique des courtes pointes. C'est ça. Parle-moi de ça, c'est intéressant. Ça en est un exemple de rencontre qui s'est produit entre ce que j'ai comme métier pour gagner ma vie, puis ce que j'ai comme passion pour l'exprimer, entre guillemets. Là. La courte pointe, je trouve ça très beau là, dans les livres, puis tout ça. Puis les tableaux, un tableau raté, je veux dire, soit il prend le bord de la poubelle, ou soit il traîne, puis... On repeint par-dessus. On repeint par-dessus, mais c'est ça. Mais là, de le découper, il y a un côté, je viens à cheval entre le travail de l'artisan
Ouais. Puis l'art populaire et le travail en art contemporain. Ça, déjà là, c'est le fun comme exploration. L'autre affaire, c'est, comment dire ça, il y a un travail sur la géométrie là-dedans, puis les structures, puis les rythmes. C'est fabuleux à découvrir. Puis c'est complexe. Puis quand on essaie de refaire les patrons, on se rend compte que il n'y a pas de préjugés à avoir et il n'y a pas de jugement à y avoir parce qu'il y a des madames qui ont fait des choses exceptionnelles. C'est magnifique. C'est à la fois musical, mathématique, Géométrique. géométrique. C'est des belles inventions, les courtes pointes. Ouais. On est proche de Mondrian, là. Premièrement, c'est refaire encore de la peinture avec des carreaux. Déjà là, c'est comme une deuxième lancée. Là. Au lieu de faire des coups avec un pinceau, tu t'agences des carreaux. Ouais. Bon, l'autre côté, ça appartient à la culture. C'est sûr que quand on parlait de la réaction des spectateurs, même si la facture est très contemporaine au niveau du résultat, souvent, la structure courte pointe, elle a fait partie de l'imaginaire. Fait qu'il y a des gens qui sont pas familiers avec la peinture reconnaissent ça dans le tableau. Ils vont être confortables devant le tableau parce qu'ils l'associent à... Oui. Ouais, OK. Ça, c'est déjà... Donc, le tableau n'est pas menaçant. Moi, je vois pas ça comme une question de menace, mais je vois ça comme une manière d'affecter, justement, le spectateur. Il est affecté dans son imaginaire. Il y a des images qui ont rapport avec ça, qui sont très affectives. Puis, il est capable de vivre avec cette dimension-là. Les courtes pointes que je fais c'est plus esthétique que ce que je fais généralement en peinture. Je veux dire, il y a un côté, il y a une dimension ludique de faire beau qui est un peu plus... Il n'y a pas de mal à faire beau. Non, c'est ça. Mais c'est des fois, quand tu veux comprendre quelque chose, faire beau ne devient pas la priorité. OK, je comprends. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Alors que là, avec la courte pointe, c'est un autre mode de fabrication. Puis le spectateur, lui, il se trouve à saisir ça. J'avais vu une explication parallèle à ça. C'était un neurologue qui parlait de la beauté. Il disait que le cerveau, reconnaissant une structure qu'il connaît déjà, c'est ça qui est le départ du plaisir. Quand on reconnaît un air, on dit ça, c'est du Mozart. On dit ça ressemble à du Mozart. Ça ressemble à la structure que j'ai de Mozart. Donc, le plaisir, il commence là. C'est un peu ça qui arrive avec les gens. Là. Oui. Ils reconnaissent une structure et le plaisir commence. Oui, exactement. Puis ça, ils vont aller chercher le conjoint ou leur conjointe pour montrer le tableau. Puis toi, t'es témoin de ça. En plus, moi, c'est témoin formidable. De ça, c'est ça. Puis là, tu le revends en plus. Ouais. Pas souvent, mais des fois. Pas assez souvent, mais quand même. Si on parlait de philosophie aussi, Rémi Laroche, si on parlait de philosophie, c'est assez rare de rencontrer à l'île d'Orléans un adepte de Spinoza. Disons que c'est un philosophe qui est assez ardu à aborder, là, qui est passionnant, mais qui est assez ardu. Fait que ça fait 2 ou 3 ans, disons, que j'oriente mes lectures autour de ce philosophe-là. Je suis pas spinoziste, là, dans un sens là, dogmatique, là, mais c'est vraiment un philosophe qui continue de me passionner après 3 ans. Je lis maintenant plus les commentateurs, je retourne au texte, puis j'essaie vraiment de rentrer dans cette pensée-là. Puis contrairement à beaucoup de philosophes, il y a aussi quelque chose de spécial avec Spinoza, c'est que c'est une pensée qui est typiquement philosophique dans le sens qu'il faut l'acquérir, il faut l'assimiler, il faut qu'elle fasse son chemin. Il y a un travail à faire pour devenir spinoziste, entre guillemets. OK, ouais. C'est une philosophie, c'est pas une religion. C'est un système. C'est une manière de penser. Est-ce qu'on peut résumer? Je voudrais pas dire n'importe quoi non plus. Là. Mais il m'apparaît en tout cas que lui, c'est une philosophie de la joie, beaucoup plus que du contrôle de la raison. Oui, non, mais c'est sûr que la joie, pour lui, c'est un signe très, très important qu'on est sur la bonne voie par rapport à une chose. Ouais. Parce que lui, ce qu'il va dire, c'est que la joie, ça augmente notre capacité d'agir. La joie est très, très importante. La tristesse, le désespoir, ces trucs-là, diminuent notre capacité d'agir. Parce que Spinoza, la question qu'il pose, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça peut un corps dans l'environnement puis dans la nature? Sa capacité d'agir au corps est beaucoup liée
notre santé mentale, puis à notre Et lui, il voit ça en parallèle. Il voit pas ça comme un agissant sur l'autre. Pour lui, le corps et l'esprit forment une unité. C'est très différent de Descartes. Pourtant, il fait partie des Lumières, c'est un rationaliste. Puis tout il est né en 1600 quelque, là, je sais pas. Oui, c'est ça. Peu importe, mais en tout cas, 17e siècle. Bon. L'autre affaire, c'est que c'est une philosophie, on appelle ça avec un point de vue immanent sur le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux mondes, il y a un seul monde. Et Dieu fait partie du monde? Ouais, mais son Dieu, il a été excommunié parce que son Dieu ressemble à la nature beaucoup. C'est quasiment Dieu égale nature. Là. Mais ça, je dis ça, puis il y a plein de monde qui vont dire c'est pas ça. Là. Il y a des interprétations là-dedans, puis on choisit celle qui nous intéresse. Oui, c'est ça. Sur le plan de l'immanence, c'est un grand penseur de la résolution de problèmes à partir d'un seul monde. Mais il multiplie les points de vue toujours. C'est la nature se déploie. Puis nous, l'homme, là-dedans, c'est quoi notre rôle? Est-ce qu'on a un but? Est-ce qu'on a une fin? Est-ce que le non, monde a une c'est pas un penseur téléologique, là. C'est pas un penseur avec une fin. C'est un penseur plutôt qui, par rapport à des impuissances, par rapport à des difficultés de vie, va chercher à se libérer. C'est pour ça que c'est une éthique. C'est pas une morale, c'est pas dogmatique, c'est une éthique dans la mesure où... Fais-moi la différence entre l'éthique et la morale. Disons que la morale, elle va prescrire des lois, puis il va y avoir des dogmes, puis il va y avoir des lois prescrites. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. C'est ça, exactement. Lui, c'est pas ça. Non, l'éthique, c'est plutôt par rapport à des signes de joie. C'est apprendre à augmenter sa puissance, apprendre à se libérer, dans le fond, de certaines contraintes. Donc, c'est bon ou mauvais pour toi, c'est pas bien ou mal. Exactement. OK. Ça veut dire que si tu es passionné, par exemple, c'est pas forcément bon. Tu sais, moi, je parlais de rencontres, là, ça n'est un thème qui vient un peu de chez Spinoza, c'est que chez Spinoza, il y a des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. Il y a des rencontres qui vont ajouter de la force à ta propre force, puis il y a des rencontres qui vont, de l'extérieur, dans le fond, te briser. La mort vient toujours de l'extérieur, chez Spinoza. C'est quelque chose auquel on est confronté, puis qui nous détruit. Mais c'est des rapports de force en même temps. Ça, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît, même que moi j'ai interviewé, qui disent toujours que la création d'un artiste, c'est un peu combattre la mort. Toi, tu crois pas à ça? Non, c'est que moi, je suis assez spinoziste pour dire que la mort, il s'agit de pas y penser, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je veux dire, dans le sens... De toute façon, on n'y peut rien, puis on ne connaît pas. Lui, c'est ça l'affaire. Hein? L'homme, il connaît pas ce qu'il mène. Il n'est pas assez proche de ses capacités d'action. C'est augmenter nos capacités d'agir. Ça, c'est encore Deleuze qui dit ça, c'est expérimenter et sentir. Parce que les choses sont en développement, en déploiement. Il y a un dynamisme, il y a une énergie. Quand on se place du point de vue de la nature qui se déploie puis qui nous traverse, on ne peut pas connaître la fin de ça. On ne peut qu'expérimenter et arriver à de plus en plus de joie. Et dire, tout ça, ça a été fait par Dieu et tout a été fait pour moi, ce serait une gaffe. Pour lui, oui. Ouais, pour lui, oui. Pour moi aussi. Toi, tu serais spinoziste aussi parce que tu cherches à connaître. Lui, connaître, c'est important pour lui. Connaître pour connaître. Oui, comprendre. Pour se donner une liberté d'action. Exactement. Mais la liberté, elle n'est pas, disons, de principe. Elle est à conquérir. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Puis, je veux dire, il y a beaucoup d'autres philosophes aussi, à partir desquels on va aller chercher une autre chose. Puis, c'est encore tout un jeu de rencontres. Je suis pas spinoziste à 100%. Non, t'en fais pas une religion. Non, c'est ça. Je veux dire, Nietzsche est un philosophe extraordinaire pour moi. David Hume, l'empirisme, c'est super intéressant aussi. C'est le mélange de tout ça aussi qui fait que... Mais sauf qu'il y a des auteurs comme... ça demande du temps, là, rentrer dans Spinoza ou dans Hume. Mais ça demande des efforts, oui. On appelle ça une démonstration. Les démonstrations sont de type géométrique. Il y a un ordre géométrique qui essaie de faire comme la géométrie, mais pour la philosophie. Ce qui fait que c'est des propositions, puis des démonstrations avec des actions, puis des définitions. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut se donner le temps. Je reviens à la peinture, là, parce que ça me fait penser à une chose. Quand on regarde, disons, la Sainte Victoire de Cézanne, quand on regarde les corps humains de Bacon, quand on regarde, j'essaie d'en trouver un troisième exemple, là, les lignes chez Paul Klee, tous les découpages. Bon, puis le travail, ses couleurs chez Paul Klee. Moi, je trouve pas que ces artistes-là se sont donné un langage, mais ils se sont donné des formes sur lesquelles le temps peut bouger. Puis des formes... C'est-à-dire, explique-moi. Ils se sont donné des formes à partir duquel le passage du temps a une grande importance pour eux comme artistes, puis
pour le développement de leur œuvre. Cézanne, il a peint la Sainte-Victoire combien de fois, je ne sais pas des combien. centaines, je sais pas. Bon, c'est ça. L'habitude qu'il prend d'aller peindre la Sainte-Victoire lui donne la possibilité de saisir pour son travail toutes les évolutions à la fois de sa peinture, à la fois de la qualité de sa vision, à la fois la qualité de la lumière, les problèmes de peinture, les problèmes de lumière. Ben ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vu, la Sainte-Victoire. Ben, c'est une montagne. C'est ça. C'est bien beau, mais c'est beau. Mais les Sainte-Victoire de Cézanne ont rapport à la peinture, n'ont pas rapport au paysage. Exactement. Puis on rapport, c'est que le motif devient un prétexte pour comprendre la peinture, la sentir puis l'expérimenter. Pas comprendre la nature. Comprendre la peinture. Aussi, les deux, c'est parce que la vision fait partie d'un problème de nature. Je veux dire, une image appartient à la nature. Je veux dire, tout ce qu'on rencontre, je veux dire, il vient de... Que j'avais fait un stylo, là, c'est moi qui ai fait un stylo, là. Je veux dire, j'ai transformé du plastique, mais c'est toujours... J'appartiens toujours bien encore à la nature. C'est pas parce que je fais un stylo que j'appartiens plus à la nature. Je veux dire, le stylo finit par être le résultat de quelque chose qui est engagé dans le processus de la nature. Sous-produit de la nature. Il y a une manière de persévérer là comme stylo qui fait partie de l'énergie de la nature. Mais là, on est dans la philosophie. Oui, absolument, oui. Est-ce que la peinture influence le philosophe autant que la philosophie influence le peintre? Ben, c'est plus dur parce que je trouve que notre rapport aux images, il est très senti, mais il est moins explicité. Est-ce que les images ont un sens, d'abord, premièrement? Est-ce que l'art a un sens? Quand je parlais de la Sainte-Victoire de Cézanne tantôt comme étant une prise qui se donne sur le réel et sur la peinture en même temps, à la fréquenter, la Sainte-Victoire de Cézanne, puis à regarder comment il l'a transformée, on va saisir le sens du travail du peintre, à mon avis. Oui. Une partie de ce sens-là. Mais je posais la question aussi dans le sens que j'ai déjà interviewé des gens en leur demandant est-ce qu'une œuvre d'art a changé votre vie. Je parlais des livres. Il faut dire j'étais au Salon du livre. Est-ce qu'un livre a changé votre vie? Est-ce qu'une œuvre d'art a changé votre vie? La plupart des gens disaient oui. Confirmait mon hypothèse. C'est comme s'ils disaient le livre a un sens, mais moi j'ai trouvé un sens à ma vie avec ce livre-là, c'est qu'il y a autre chose. Les tableaux n'ont pas de sens, mais ils peuvent servir à peut-être donner un sens à la vie de celui qui regarde. Le sens à ma vie, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas trop dans cette préoccupation-là. J'en sens pas vraiment le besoin. Ah non. C'est de multiplier les efforts, multiplier les expériences, pousser la peinture. Je veux dire, ma vie a un sens parce que je fais toutes sortes d'affaires ou je sais pas. Je suis pas dans une quête de sens. Oui, exactement, c'est ça. Non, ouais. je suis pas du tout. Et même ce que les gens vont faire comme quête de sens avec ton travail, ça te regarde pas non plus. Ben oui. Pas directement. Non, c'est ça. Puis, tant mieux pour eux autres si ça les satisfait par rapport à n'importe quelle forme de quête. Je veux dire, à rigueur, tu veux décorer ton salon, puis ça te satisfait. C'est bien correct. Moi, j'ai pas de trouble avec ça, moi. Heureusement. Non, c'est ça, la quête de sens, là, ça... je suis plus pour les petits sens qui se greffent partout au travail que pour une espèce d'unification, là. Si on résume que tu n'es pas du tout dans un art narcissique et la quête de sens, c'est pas une chose qui te préoccupe, tu as déjà conscience de l'existence du public, par contre, parce que tu le vois. Et cette conscience que tu as de l'existence du public, ça t'aide même dans ton propre travail. Mais ta démarche artistique est celle humble d'un artisan qui ne se pose pas toutes ces questions-là, mais qui fait ce qu'il a à faire. Oui, exactement. C'est un peu ça. Hein? Exactement. Dans le sens le plus noble c'est ça. du mot artisan. Exactement. L'ouvrier, tu sais. Le jugement de valeur porté sur peu importe sur quoi, je veux dire, c'est beau, c'est pas beau, c'est bon, c'est bien. Ça n'a pas rapport. Non. C'est comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, comment ça affecte, qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui me dit que sa vie est changée parce qu'il a vu un tableau ou qu'il a lu un livre, il y a quelque chose qui vient de l'affecter. Elle n'est pas nécessairement changée parce que ça lui a fourni un sens. Je dirais, c'est ça. Pour moi, la peinture a beaucoup d'importance, mais que le voisin, ce soit d'autres choses qui aient beaucoup d'importance, c'est le fun. Ben, c'est que la peinture, ça ne concerne pas tout le monde. Non, c'est ça. Ben, c'est un peu comme les gens dans la vie. Si tu rentres dans l'autobus le matin, c'est pas vrai que les 62 personnes dans l'autobus te concernent. Non. Ça se peut qu'il y en ait une, ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout. C'est ça, exactement. Et l'art, c'est exactement la même chose. Oui. Ça, c'est une expérience que je fais avec la boutique, c'est que, ça fait 2 ans, dans le fond, que je travaille avec le public. Puis ce qui me fascine le plus, c'est que la qualité des rencontres, moi, me surprend
comparativement à l'idée qu'on se fait de la culture en général. Je veux dire, l'idée qu'on se fait de la culture en général, quand on est au niveau des médias, la télévision, puis qu'on écoute, puis qu'on lit des livres, puis justement le discours des artistes, puis des scientifiques, puis bon, c'est un peu déprimant. On a une culture générale, là. On regarde aller les Américains, c'est un peu désabusant puis fatigant. C'est assez pessimiste la lecture qu'on peut faire sur le plan général. Alors que quand tu rencontres des individus, c'est incroyable la richesse. T'es contredit à ce moment-là, ouais. Je veux dire, c'est fascinant parce qu'à chaque fois que la personne est peut-être débile dans sa vie, moi je le sais pas, là. Mais il se passe quelque chose entre elle puis moi. Parce qu'elle vient de voir de quoi qui fait penser à ce que sa grand-mère ou son grand-père avait, ou elle connaît toutes ces radios. Les radios en Bakelite, puis les radios de 1950, elle sait toute la personne là-dessus. C'est capoté, là. C'est à ça qu'il faut toucher. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y a comme une communion, là. Oui. Tu dis quelque chose ou tu montres quelque chose, tu donnes l'expérience à quelqu'un qui vibre à la même chose et qui... Oui. C'est ça, il y a un partage. Oui, quand on dépasse les jugements de valeur qui concernent les cloisonnements entre la peinture... moi, je suis un artiste, je suis quelqu'un d'exceptionnel parce que je suis un artiste. Si on enlève tous ces jugements-là, tout le monde, là, que tu sois un haut fonctionnaire, un artiste ou un mécanicien, n'a pas de problème. C'est la rencontre qui est importante, c'est ce qui se passe là. Pour moi, c'est important que l'art soit décloisonné, que l'art fasse partie des manières de penser. On pense autant que la science. Il y a comme une bataille que je mène, moi j'ai un cheval de bataille par rapport au travail de l'artiste. C'est vraiment d'arriver, sortir de l'expression de soi à tout prix, puis rentrer dans... Mais ça, c'est mon affaire. Non, c'est intéressant de continuer. Mais c'est ça, c'est pour moi... On est un peu les enfants pauvres des agents actifs de la société, les artistes. Là. Le mythe de l'artiste martyr, là, c'est quelque chose qui est encore très vivant, à la fois dans la tête des artistes et à la fois dans le public. Oui, c'est ça. Hein. Alors que pour moi, là, un artiste a autant d'importance et de travail à faire qu'un scientifique ou qu'un mathématicien. Un artiste, pour toi, est-ce que c'est un être inspiré ou si c'est un travailleur? C'est un travailleur, pour moi, c'est clair. Carrément. Je veux dire, il y a des choses qui vont arriver, on contrôle pas qu'est-ce qui va faire signe pour que je me mette à peindre ou que je change de manière. Ça vient de l'extérieur. Là. C'est un désir. C'est ça. Bon. C'est toutes sortes de hasards puis de rencontres. Puis, je veux dire, le mot rencontre est toujours là. Mais, ben oui, c'est central, là, c'est sûr. C'est ça. Mais l'artiste, il peut pas rester le parent pauvre du travail sur soi, sur les autres, sur la culture. Il peut pas être, disons, le sacrifié. Ni se sacrifier, il n'y a pas personne qui doit rien. Là. Je veux dire, il y a des choses à connaître, il y a des choses à faire. C'est plus facile pour les acteurs, pour c'est sûr les musiciens, parce que en partant, il faut qu'il y ait un public. Nous, le public, il est toujours après, il n'est pas pendant. Eux, c'est toujours pendant qu'ils font la chose. Alors, eux aussi, quand la salle est pleine, Robert Lepage, il est content. Hein? Oui. Bon, tout le monde est content. Oui. Et nous, on devrait être triste quand la galerie est vide. Oui. Mais on n'est pas là. Non, on n'est pas là, mais il y a tout un travail à faire. Au Québec, là, depuis une quinzaine d'années, là, à mon avis, on a coupé les ponts entre l'acheteur de tableaux puis l'artiste. Là. Les centres d'art autogérés, c'est intéressant pour faire de la recherche, mais c'est qu'il n'y a pas personne qui y va, puis rien n'est à vendre. Ben moi, je pense que, sans les insulter, je pense qu'il y a beaucoup de gens que je connais, c'est-à-dire qui se sentent pas bienvenus, qui sont gênés d'entrer là parce qu'ils comprendront pas. Qui va faire les premiers pas? Toi, tu le fais avec ta boutique oui, galerie? C'est ça. Puis je l'ai fait de d'autres façons, mais je veux dire, ce qui est important, c'est, à mon avis, la peinture est vivante sur les murs des maisons. Ben oui. La peinture est vivante dans les maisons. Oui. Moi, mes plus belles expériences de contemplation de tableaux, puis c'est pas des œuvres de maître, parce que t'en vois pas souvent dans une maison, ils sont dans un musée. C'est un chalet quelque part, une fin de semaine, puis tu te mets à partir sur le lac qui est peint. C'est des rapports à l'art, ça, qui sont magnifiques. C'est là qu'il y a une vie pour le tableau avec les gens. De la même manière qu'on se met, disons, une chanson de Reggiani au coin du feu, là, je veux dire, qu'on écoute, qu'on se met du jazz pendant le souper, ou qu'on... La peinture doit habiter les maisons, c'est clair. Je vois pas où ça peut aller d'autre.
Rémi Laroche, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très agréable et très court. Je suis sûr que les gens vont apprécier cette interview. Merci. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci d'être à l'écoute. Il n'y a pas de radio s'il n'y a pas d'auditeur. Merci beaucoup. À la prochaine.